Il existe en droit international la notion de réfugié politique, c'est-à-dire qu'on fuit son pays parce qu'on n'est pas libre de parler, comme les Chiliens sous Pinochet, ou aujourd'hui des Iraniens ou des Chinois. Il existe aussi la notion de réfugié économique, exactement de migrants économiques, c'est-à-dire des gens qui fuient la pauvreté dans leur pays. Eh bien voici que se développe maintenant une autre réalité, celle des réfugiés environnementaux. C'est cette réalité que nous allons évoquer aujourd'hui en vous montrant ce que des photographes et des écrivains du collectif Argos ont rapporté sur la vie de ces premiers réfugiés climatiques. Voici les 9 régions où cette enquête a été conduite pendant plus de 2 ans, au Népal, en Chine, au Bangladesh, au Tchad, en Allemagne, en Louisiane, en Alaska, à Tuvalu, dans le Pacifique, et aux Maldives, dans l'océan Indien. Donc prenons 3 de ces lieux sur la Terre où les habitants sont menacés à cause des évolutions du climat. Voici la chaîne de l'Himalaya, au Népal, où l'on a constaté depuis les années 80 que les glaciers reculent en moyenne de 10 à 60 mètres chaque année, ce qui favorise la formation des lacs glaciaires. Au Népal, on peut repérer la vallée de Khumbu, à environ 4000 mètres d'altitude. Cette vallée de haute montagne est très peuplée, environ 5000 habitants, très touristique, car ces pistes de trek conduisent au camp de base de l'Everest. Alors pourquoi nous intéresse-t-elle? Eh bien parce qu'au-dessus se trouve le lac Imja, à quelques 5000 mètres d'altitude. Ce lac s'est formé il y a une trentaine d'années par la fonte rapide d'un glacier, et maintenant il menace de se déverser dans cette vallée de Khumbu. Et sur la vingtaine de lacs glaciaires en train de se gorger d'eau au Népal, les scientifiques estiment que le lac le plus dangereux à court terme, c'est ce lac Imja. Ces lacs qui explosent littéralement sous la pression, ce n'est pas qu'une hypothèse. À Dikzo, en 1985, un énorme bloc de glace s'est alors détaché de la montagne. Eh bien, il s'est effondré dans le lac glaciaire, et sous le choc, la digue naturelle a rompu, l'eau a emporté des villages, des ponts, une station hydroélectrique, et 5 personnes ont été emportées par les eaux. Eh bien, c'est exactement ce qui menace au lac Imja, et c'est pour cela que les habitants sont soit piégés, soit décident de partir. Cette chaîne de l'Himalaya, c'est le château d'eau de l'Asie. Elle donne naissance à plusieurs grands fleuves, dont le Gange et le Brahmapoutre, qui se jettent dans la mer au niveau du Bangladesh, où le changement climatique engendre là d'autres types de menaces. Le Bangladesh reçoit l'essentiel des eaux provenant du Tibet, du Bhoutan, de l'Inde, du Népal. Tout se déverse au Bangladesh, où l'on trouve la plus grande mangrove au monde. Or, depuis une vingtaine d'années, on observe 3 phénomènes. Premièrement, celui que l'on vient de constater au Népal, en amont, la fonte des glaciers entraîne une augmentation des débits fluviaux. Et dans un pays aussi plat que le Bangladesh, 3 cm d'eau en plus, c'est une extension des zones inondées. Deuxièmement, l'augmentation des pluies de mousson et la dilatation de l'eau de mer plus chaude. Eh bien, cela freine l'écoulement fluvial, cela entraîne une élévation des eaux de l'estuaire qui se mêlent à l'eau de mer du golfe du Bengale. Eh bien alors, l'eau de mer remonte dans le delta et vient polluer les nappes phréatiques et entraîne la disparition de la riziculture. On voit ici des scènes de la vie dans la région de Mushinganj, une région de mangroves où plus de 8000 familles vivent de la riziculture et de l'agriculture. Alors il y a 2 possibilités face à la montée des eaux. Informer sur les conséquences des changements climatiques, planter des arbres, surélever les habitations et les digues, introduire des semences de riz moins sensibles au sel, ou bien, deuxième possibilité, on s'en va. Du fait des migrations internes, la superficie de Dhaka a déjà augmenté de 40% en 20 ans. Et si, comme le prévoit le rapport du GIEC, la pression climatique se poursuit sur le Bangladesh, il faut dès à présent planifier des migrations massives. Dhaka ne pourra pas accueillir tout le monde, et les habitants du pays, alors, iront-ils en Birmanie ou en Inde? Ils seront accueillis comment? Vivant avec quelles aides? Avec quel statut? Et pourtant, cette fuite est peut-être un moindre mal, car regardons maintenant un 3e cas de figure. Que fait-on quand on vit sur une île?
Voici l'archipel des Maldives, formé par 1200 îles. Il s'agit d'un État indépendant, à proximité du sud de l'Inde et du Sri Lanka. Et quand on arrive en avion, on comprend tout de suite la vulnérabilité de l'archipel et donc celle de ses habitants. Les Maldives sont des îles coralliennes, donc entourées de coraux, de plages, surmontées de cocotiers. Donc c'est une nature très agréable pour les touristes, mais très dure pour les habitants, qui sont au nombre de 360 000 et qui vivent sur seulement 200 îles de l'archipel. Sur l'une d'elles, les hommes ont remplacé le sable par une dalle de béton et les arbres par une forêt de buildings. C'est la capitale, Malé, où vivent 100 000 personnes, soit le tiers des Maldiviens. Malé, c'est comme un petit Manhattan perché sur un pic de corail, tirant la croissance du pays, générée par le tourisme et le boom de la construction après le tsunami. D'ailleurs, les indicateurs économiques sont intéressants à relever. Un taux de croissance très élevé, à 19% en 2006, mais le plus mauvais du classement risque pays. Car ce petit Manhattan, tout comme les autres îles, est planté à seulement 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, et celle-ci monte de 5 mm par an, sous l'effet de la fonte globale des glaciers qu'on a évoqué plus haut, et de la dilatation des eaux marines qui se réchauffent. À cela s'ajoute l'érosion liée au courant marin qui racle les rives. Le corail sert de brise-lames et protège les plages, et tout repose en fait sur cet organisme vivant, sensible aux variations des températures de l'eau. Et plus l'eau est chaude, plus le corail meurt. Alors pour décongestionner l'île capitale, Malé, et anticiper la montée des eaux, le gouvernement maldivien crée une île artificielle sur un massif corallien. Ulu Malé est construite cette fois à 2 mètres au-dessus de l'océan, et d'ici 20 ans, elle devrait accueillir près de 150 000 personnes. Donc 2 possibilités pour préserver l'avenir des Maldiviens. Construire plus haut, mais si l'eau monte de 50 cm, la force des tempêtes et de l'érosion s'en trouve décuplée, et regrouper. Il y a 1200 îles aux Maldives, 200 sont habitées, et 75 de ces îles ne sont peuplées que de 500 personnes, essentiellement des pêcheurs. Eh bien, cette dispersion coûte cher en transport, en sécurité, en santé publique, et maintenant en risque climatique. D'où l'idée de regrouper peu à peu les Maldiviens sur 80 îles, ce qui permet de concentrer l'effort budgétaire de l'État. On pourrait aussi prendre l'exemple dans l'océan Pacifique de l'atoll de Tuvalu, où vivent 11 000 personnes. Mais ceci dit, attention, la crise climatique n'a rien d'exotique, ce n'est pas que pour les autres. Et cette menace concerne en fait tout le monde. Par exemple, en Allemagne, dans la péninsule du Schleswig-Holstein, des digues doivent être construites ou surélevées devant les îles Halligen pour protéger les villages de la mer du Nord qui, elle, ne cesse de monter et de perturber le mode de vie des Allemands qui vivent là. Voilà, nous avons pu travailler à partir des photos et des textes du livre Réfugiés climatiques, cette longue enquête de plusieurs années sur le terrain qui a été réalisée par le collectif Argos, qui regroupe photographes et écrivains. J'ai voulu me faire l'écho de ce travail parce que nous sommes dans une phase intéressante et difficile. Intéressante parce qu'enfin il y a une prise de conscience de la gravité de la crise, mais la phase est difficile parce que les décideurs exécutifs, économiques, mais peut-être surtout législatifs, ont du mal peut-être à prendre les mesures à la hauteur des enjeux qui se présentent à nous. Des régions entières dans le monde vont devenir inhospitalières, leurs populations vont se déplacer, provoquant alors des tensions géopolitiques. Eh bien, le climat et l'environnement peuvent, au XXIe siècle, être des facteurs de guerre ou de paix.